Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci, M. Sartori. Merci, Philippe. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare aussi Camille en qualité de conseiller communal de la ville d'Andenne. Merci de prendre votre place. Vous vous sentez à l'aise. Voilà, nous passons au point suivant, modification de haute précédente de fonctionnement, c'est un petit peu ceci. Nous avons aussi le point ici, l'émission de M. Kevin Guérin de son mandat de conseiller communal, on l'a dit, mais surtout ici le chef de groupe. Désignation, donc le PLDA en interne a désigné Madame Cassandra Liongo pour représenter le chef de groupe. On est là. Oh, pardon. Voilà, une bonne chose de faite. Alors, sur le point supplémentaire, il y a un point 1 bis, modification de la composition du Conseil de l'action sociale. Monsieur le Président, si vous le permettez, juste un tout petit mot rapide concernant les deux départs et les nouvelles arrivées. Donc au niveau du groupe ADN, nous souhaitons évidemment saluer l'action des deux conseillers qui ont décidé de nous quitter ce soir, et par la même occasion évidemment souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux conseillers. Si on connaît un tout petit peu moins bien Kevin au niveau d'ADN, voilà, on a travaillé durant de longues années avec Emmanuel Jacques, et si cette dernière a fait ce choix pour des raisons professionnelles, personnelles et familiales. Nous tenons quand même à saluer tout le travail qu'elle a effectué en tant que conseillère de l'action sociale avant, et puis depuis les dernières élections en tant que conseillère communale. Elle restera malgré tout fort intéressée à la politique andonnaise de l'extérieur du conseil, mais voilà, elle continuera à militer et à nous dispenser ses idées, ses conseils souvent très judicieux, parfois tranchés, mais toujours novateurs. Et je souhaite m'adresser directement à elle parce que, figurez-vous que voilà, elle a souhaité vous faire passer un message ce soir à l'ensemble du Conseil. Elle ne peut malheureusement nous rejoindre parce qu'elle a dû subir une petite intervention chirurgicale fin de semaine dernière. Sinon, elle aurait souhaité être là ce soir. Mais donc, le message qu'elle souhaitait nous faire passer, c'était que le Conseil communal d'Andenne continue à travailler sereinement et de manière très respectueuse et de manière très collaborative, donc dans le respect de chaque conseiller, de chaque conseillère. C'est quelque chose de très important à ses yeux, donc voilà, c'est le message qu'elle voulait faire passer. Le deuxième message qu'elle voulait faire passer, et vous comprendrez pourquoi je souhaite m'adresser directement à elle, c'est que ce soir, elle nous regarde. Elle nous regarde par le streaming, et donc elle m'a demandé de vous dire qu'elle serait extrêmement attentive au fait que ces demandes et recommandations soient bien suivies à l'avenir. Donc voilà, un tout grand merci à Kevin et un tout grand merci à Emmanuel pour le travail qu'ils ont accompli, et bienvenue aux deux nouveaux. Merci, M. Sermon. Je crois que tout le monde est à votre avis à ce niveau-là. Je pense que les deux agents ont fait unanimité pendant les quelques années qu'ils ont travaillé avec nous. Je pense que c'est bien de le souligner, mais je crois que tout le monde le savait. OK, donc nous passons au point 1 bis, modification de la composition du Conseil de l'action sociale en urgence et démission de Mme Nathalie Elzen de son mandat de conseillère au CPAS. Acceptation.
Et en Oui, urgence, Monsieur le toujours Président. vérification de... Monsieur le Président, Oui, pardon. une petite précision. Donc, il y a, je dirais, une obligation de quota au CPAS. C'est ainsi que le groupe PSDA a 4 représentants masculins et 3 représentants féminins. Par contre, le nombre d'élus du conseil communal au sein du conseil de l'action sociale ne peut dépasser un certain nombre de personnes. De sorte que Mme Elsen ne peut pas rester, si elle est conseillère communale, elle l'a prêté serment, elle ne peut pas rester au conseil de l'action sociale. C'est la raison pour laquelle Mme Elsen a démissionné du conseil de l'action sociale. Voilà ce que je tenais à préciser. Je crois que Mme Luongo a une précision à vous donner. PSDA propose Aurore de Beys pour remplacer Nathalie Elson. Merci, Mademoiselle Luongo, pour ces précisions. Nous allons passer maintenant à tous les mandats dérivés, aussi bien pour Madame Jacques Storm et M. Pirard. Donc, au Conseil de police, désignation d'un membre suppléant issu du groupe ADN en remplacement de Mme Emmanuelle Jacques Storm. Mais écoutez, au niveau du groupe ADN, nous allons faire très simple. Tous les mandats dérivés qu'avait Mme Storm sont repris par Eddy Sartori. Comme ça, c'est clair, simple et net. Voilà. Non, on peut dire que c'est faire simple. Ben, nous allons peut-être un peu plus compliqué, alors, nous. Concernant Kevin, je vais laisser la parole à la chef de groupe, comme ça. Concernant l'INASEP, Assemblée générale, désignation d'un représentant communal issu du groupe PSDA en remplacement de M. Kevin Pirard. C'est Nathalie Elson qui le remplacera. Merci. Enodia, Assemblée générale, désignation d'un représentant communal issu du groupe PSDA en remplacement de M. Pirard, toujours. Ce sera Jawad Tafrata. OK. Concernant l'agence immobilière sociale, un toit pour tous, Assemblée générale du conseil d'administration, désignation d'un représentant communal toujours issu du groupe, etc., de M. Kevin Pirard. Kevin restera à titre privé, qui a été choisi pour représenter PSDA. OK. Pour le musée de la céramique d'Andenne. C'est la même chose, Kevin Pirard reste. Concernant le GAL, ça, monsieur le directeur, oui. Ça sera Christine Baudard. Concernant le GAL, musée campagne SB à l'Assemblée générale, désignation d'un représentant communal issu du groupe PSDA en remplacement de M. Pirard, donc ce sera Christine Baudard. Voilà. Pour la REW, Assemblée générale, désignation toujours pour remplacer M. Pirard. Gwendoline Wilquet. Oui. Pour la commission communale des finances. Toujours Gwendoline Wilquet. Oui. Et concernant les logis andennais. Ça sera moi. Voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais relativement simple quand même. Voilà, nous pouvons passer maintenant aux affaires économiques. C'est l'occupation du hall de Sklenio, un avenant. Donc il y a une demande d'approbation pour l'avenant. Pas de problème, unanimité. Monsieur Sermon. Oui, pas de souci sur le dossier. Juste une question par rapport à ce dossier. Donc les halls ou les hangars de Sklenio. Donc dans la convention qui est proposée par le port autonome, nous pouvons lire que voilà, il est proposé de maintenir la situation en l'état, mais que les services communaux, donc services travaux, enfin donc les hangars où il y a toutes les machines seront prochainement déplacées d'ici 2023 dans un nouvel espace. Avons-nous déjà une idée de à quel endroit iront ces services, parce que ça demande quand même un volume assez important de stockage. Et alors, deuxième question, c'est est-ce que la ville a une idée du futur de ces hangars une fois que le port autonome en aura repris possession? Est-ce que le port autonome envisage une destruction, une réhabilitation enfin voilà, les deux questions que nous nous posions au niveau du groupe ADN. Monsieur le bourgmestre.
Monsieur le bourgmestre. Mais pour répondre à M. Sermon, je dirais que la ville, effectivement, a chargé le bureau économique de la province d'une mission de service qui est de nous proposer un nouveau site pour localiser le service technique. Donc nous viendrons devant le conseil communal en temps opportun sur la question. Alors en ce qui concerne le site de Sclégnaux, celui-ci est totalement inadapté pour continuer à y accueillir le service des travaux. C'est un site, je dirais, de grande dimension avec des bâtiments d'une hauteur anormalement élevée, avec, je dirais, un état de délabrement évident qui fait que le port autonome consente une réduction du loyer en attendant que nous le quittions. Ce qu'il adviendra quand on ne sera plus là, je ne peux pas le dire à la place du port autonome. La région Wallonne est propriétaire du terrain, le port autonome en assure la gestion, et par voie de conséquence, le port autonome dira ce qu'il fera de ce site après notre départ. Bon, si je pouvais donner un conseil, raser tout serait une bonne chose, parce que c'est un chancre, et je crois que la dépollution du site à terme s'impose aux frais de la région et de la SPAC en particulier. Mais ça, c'est pour un autre jour. Ce n'est pas maintenant à nous d'en décider. Merci, Monsieur Bourgmestre. Effectivement, concernant le déménagement des services, voilà, je peux entendre que c'est à l'étude. Mais 2023, on y sera très très vite. Donc il faut prévoir, il faut trouver le site, puis prévoir les voies et moyens. Si nous devons construire quelque chose, donc ce sera certainement pas bon marché. Donc voilà, nous, on souhaitait vous rendre attentif à la rapidité de ce dossier. Le temps s'écoule très vite. Et alors, concernant le futur de ces halls, voilà, si nous vous posions la question, c'est parce que nous rejoignons un peu vos inquiétudes par rapport à l'état du site et à son devenir en termes, effectivement, de pollution. C'est vrai que la meilleure des choses, c'est probablement la destruction. Il faut voir si la région, le port autonome, enfin ce qu'ils décideront, mais si à un moment ou l'autre la ville a un petit peu voix au chapitre pour faire passer ce message-là, ce serait pas mal. Et évidemment la réhabilitation, parce que on en reparlera un peu plus loin dans un autre dossier qui est à l'ordre du jour, mais qui est lié à celui-ci. La problématique des terres polluées, pour pouvoir les réhabiliter, pour éventuellement y accueillir des habitations ou des entreprises ou que sais-je, on verra. Voilà, nous n'avons pas de boule de cristal, nous paraît fondamental. On est d'accord, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Ok, unanimité. Merci. Nous passons aux aspects sociaux, communication du procès verbal de la réunion 10 juillet 2020 du comité de concertation ville CPS. Le point numéro 5, association d'SBL, mission régionale pour l'emploi de l'arrondissement de Namur-Dinan. Désignation d'un président de l'Assemblée générale et au conseil d'administration en passant M. Vincent Poli. Il était décidé que c'était M. Avalanche qui remplaçait M. Sampoli. Nous passons alors aux commissions communales des finances et du développement territorial. Prolongation. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, merci Monsieur le Président. Donc nous saluons le choix qui a été fait de reconduire ces commissions communales jusqu'à la fin de la législature. Donc 2 commissions, une sur les finances, l'autre plutôt sur l'aménagement du territoire. Nous souhaitons juste attirer l'attention du collège sur 2 points. Le premier point, c'est qu'en respect du règlement d'ordre intérieur du conseil communal que nous avons adopté il y a déjà quelques mois, et je vous en avais déjà une fois touché un mot, il serait judicieux, pour respecter ce règlement d'ordre intérieur, de désigner des présidents, vice-présidents. Il y avait même rapporteur, je pense, dans le règlement d'ordre intérieur. Ça, je fais toute confiance à Monsieur le Directeur Général pour tirer ça au clair, voir s'il ne faut pas éventuellement adapter ce ROI, mais bon, voilà. Et deuxième observation, c'est de pouvoir donner, peut-être qu'avec président, vice-président, rapporteur, voilà, ça va permettre de faire vivre ces commissions, mais donner peut-être à ces commissions tout doucement un peu plus de moyens. La commission des finances, là je peux en parler plus facilement, j'en fais partie, s'est réunie à chaque fois avant le compte, avant l'AMB, avant le budget. La commission aménagement du territoire s'est réunie quand même un petit peu moins. Donc pour pouvoir vraiment générer un débat de fond et de réflexion sur 2 thèmes très importants que sont les finances et l'aménagement du territoire, il serait utile que ces commissions puissent se réunir avec des moyens de manière plus régulière. Voilà.
Mais, Monsieur le Président, on se réunira chaque fois que nécessaire, bien entendu, et pas pour le plaisir de se réunir, mais en fonction d'un ordre du jour préétabli. Nous aurons, avant le Conseil communal d'octobre, une réunion de la Commission des finances, puisqu'il y aura adoption en octobre de la modification budgétaire. Il y aura aussi, après le 15 octobre, une réunion de la Commission de l'aménagement du territoire. Il va de soi qu'une discussion aura lieu au sein de chacune des commissions pour organiser sa méthode de travail dans le cadre d'une collaboration positive. Cela dit, les commissions sont là pour donner des informations additionnelles aux élus qui y siègent, mais non pas pour, je dirais, donner une charge de travail additionnelle et supplémentaire à tout le personnel communal. Donc j'en appelle au respect du bon sens pour qu'on ne s'enlise pas, je dirais, dans un travail bureaucratique à n'en pas finir et qu'on soit positif et concret. Donc voilà, nous débattrons de ces questions lors de nos 2 prochaines réunions de commission. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Nous passons au point 7, contentieux, Ville d'Andenne contre la région wallonne, permis unique de Sclégnot, autorisation d'ester en justice. Pas de problème? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je peux donner une petite précision pour comprendre pourquoi nous allons en justice. En fait, comme vous le savez, notre permis d'exploiter à Sclégnot, en tant que garage communal et lieu, je dirais, de stockage de tous les services de la ville, il y avait une expiration en 2022 de l'autorisation que nous avions reçue pour une période bien déterminée. De sorte que nous avons dès lors introduit une demande de renouvellement, tout en sachant que nous voulions partir, que nous voulions quitter, de façon à ne pas nous trouver sans autorisation d'exploiter à l'issue de la convention actuelle de mise à disposition des terrains. Nous avons bien entendu un accord avec le port autonome pour rester sur les lieux tant que nous n'aurons pas le nouveau bâtiment du service technique. Donc sur ce plan-là, je tiens à rassurer. Mais à notre stupéfaction, quand nous avons reçu, je dirais, le permis nouveau, on nous demande de réhabiliter un site historiquement pollué et qui ne l'a pas été par la ville, puisque le site de Sclégnot a été occupé au début du siècle par les usines Dumont, usines à zinc, qui occupaient à l'époque, avant guerre 14, jusqu'à 2000 personnes sur le site. C'est une industrie hautement polluante à l'époque et qui a fermé ses portes et qui n'existe plus, mais qui a gravement pollué tous les terrains. Et la région wallonne, à un moment donné, a décidé d'acquérir l'essentiel du site Dumont et a convenu de concéder au port autonome de Namur ce site historiquement industriel mais fermé. Et c'est ainsi que toute une série d'entreprises se sont implantées sur le site, abandonnées et délaissées par les usines Dumont. Et ne voilà-t-il pas que la région wallonne, en nous autorisant à poursuivre nos activités, nous demande à nous, Ville d'Andenne, de réhabiliter un site que nous n'avons pas pollué, qui appartient à la région, et à faire peser à charge de la ville une dépense qui ne nous incombe pas, qui pourrait avoisiner ou dépasser les 10 millions d'euros. Ça, c'est complètement aberrant. Quand on a vu ça, on a décidé effectivement de ne pas accepter cette décision. Nous sommes allés en recours. Sur recours, la décision a été quelque peu amendée, mais on n'a pas supprimé cette obligation mise à notre charge et qui n'a aucune raison d'être. À telle enseigne que nous devrions, si on voulait nous imposer cette charge, appeler le port autonome et la région wallonne elle-même en garantie et intervention pour qu'elle finance une dépense qui lui incombe en tant que propriétaire des terrains, dès lors qu'il est établi que la ville n'a en rien pollué et n'est en rien responsable d'une pollution historique. Donc devant cette situation à la Kafka, à laquelle nous sommes malheureusement parfois habitués, nous n'avons pas d'autre solution que d'introduire le recours en vue de l'annulation de la décision, pas dans sa totalité, mais de la décision en ce qu'elle nous impose de réhabiliter le site quand nous l'aurons quitté
aux frais du contribuable andonnais, alors que la ville n'est en rien responsable de la pollution historique liée à une pollution qui s'est déroulée il y a 110 ans ou 105 ans sur le site. Voilà l'explication pour que chacun comprenne ce dont il peut s'agir. Monsieur Matin. Monsieur le bourgmestre, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler sur quoi portait la demande de régularisation? La demande de régularisation portait uniquement, mais là M. Sampoli pourrait vous répondre, ce n'est qu'une toute petite partie du site de Sclégneux, où là se trouve une nappe, enfin un revêtement de béton qui empêche toute infiltration sur le sol. Donc la demande de régularisation ne concernait qu'un tout petit espace du site que nous avons, nous, transformé et aménagé, mais de façon à ce qu'il n'y ait aucune pollution du sous-sol. Voilà. Voilà, suite à ces éclaircissements, unanimité. Merci. Nous passons au point 8, le culte, fabrique d'église de Bonneville, budget 2021, réformation. Pas de problème. Fabrique d'église de Petit-Ouaré, budget 2021, réformation. Pas de remarque. Numéro 3, fabrique d'église d'Andenne, d'Andenel, de Sclin, de Mézeray, de Thon, de Villan-Ouaré et de Vezin, budget 2021. Fabrique d'église de Thon, modification budgétaire 2021, 1, prorogation du délai. Pas de souci pour personne. Et enfin, les fabriques d'église de Seille de Landenne, budget 2021, prorogation de délai aussi. OK, merci. Nous passons au point 9, environnement. Adoption d'une motion bruit contre les nuisances dues au survol par les avions Marchetti de la force aérienne belge au-dessus de certaines communes. Peut-être que M. le bourgmestre veut donner un petit mot d'explication là-dessus. Très brièvement, c'est une motion que la commune de Gèves a adoptée et on nous a demandé, certains habitants, de la suivre également pour qu'elle soit communiquée à la défense nationale qui est responsable de ces vols d'entraînement qui sont parfois très gênants pour des habitants d'Andenne, de Gèves et d'ailleurs, ou d'Oé. Voilà ce dont il s'agit. Merci, M. le bourgmestre. Le 9 point bis et Nodia. Pardon. Oh, pardon, M. Eugène. Juste pardon. sur la motion. Donc, au niveau du groupe ADN, nous remercions donc le collège d'avoir inscrit le point à l'ordre du jour, parce qu'effectivement, nous avons également été interpellés par pas mal de riverains concernant donc, les vols d'entraînement de ces avions de la défense, des petits marquetis qui font quand même pas mal de bruit. Donc la seule zone d'entraînement qui existe actuellement, donc ils proviennent de Beauvechin, je pense, les avions. La seule zone d'entraînement, la fameuse zone TRA 23, se situe mais pile au-dessus de l'ouest de notre commune, Gèves, un peu Oé, enfin cette zone-là. Et je pense pouvoir dire que avec le Covid et le télétravail, où beaucoup de gens sont restés chez eux en journée, ils ont pu mesurer quand même le bruit assez important que faisaient autour de certains villages, enfin au-dessus de certains villages, ces entraînements, 5 jours semaine, de 8h du matin jusqu'à 17-18h parfois. Et donc le fait qu'il y ait cette motion soutenue par plusieurs communes, j'espère que ça, sincèrement, que ça va faire bouger un tout petit peu les choses. J'ai retrouvé, figurez-vous, parce que vous savez bien que nous avons un archiviste en maître dans nos troupes, en la personne de Jacques Mazy, qui a retrouvé une interpellation qu'il avait déposée sur le sujet au Conseil communal du 29 juin 2006. Donc ça veut dire que ça fait déjà 14 ans minimum que ces avions viennent s'entraîner au-dessus de la commune d'Andenne, avec toutes les nuisances et les risques potentiels. Donc si j'ai bien lu, la motion propose de négocier avec la défense pour élargir un peu la zone ou trouver d'autres zones, voire équiper les avions d'instruments, on va dire, diminuant le bruit. Ce qui serait quand même souhaitable pour la qualité de vie de toutes les personnes qui habitent dans ces villages sous les nuisances de ces avions. Je vous remercie. Je répondrai, effectivement, M. Mazy, il y a 14 ans, était intervenu sur le sujet avec pertinence. Mais après 14 ans, le problème est toujours là. Tout ce que j'espère, c'est que vous ne devrez pas intervenir, M. Sermon, en 2034 pour constater que 14 ans après, le problème est toujours là. J'espère qu'en 2034, vous me prêterez une oreille attentive, M. le bourgmestre. Avec le bruit des avions, c'est pas possible. OK, merci.
Nous passons au point 9 bis Enodia. Donc en urgence, Assemblée générale du 29 septembre 2020, mandat et modalités de vote. Oui. Monsieur le bourgmestre. Une petite précision, Monsieur Terwine, notre juriste que nos conseillers connaissent, c'est qui a épluché l'ordre du jour, parce que nous avons été, je dirais, la ville d'Andenne à la pointe d'un combat pour, je dirais, plus de clarté, de transparence, de respect des règles dans Nétis et dans Enodia. M. Terwine me signale que toutes les propositions qui sont suggérées à l'Assemblée générale vont cette fois dans le bon sens et que nous pouvons les approuver. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il peut en être ainsi. Merci, Monsieur le bourgmestre. Nous passons maintenant au point 10, marché public passé par délégation. C'est une communication. Point numéro 2, gestion de la pollution des sols. Adhésion à la centrale d'achat de la SPAC. Unanimité. Merci. Si vous me permettez, j'apporte une petite précision. En fait, la SPAC propose une centrale d'achat dans le cadre de la gestion des sols, de la pollution des sols, pardon. Et en fait, ici, nous adhérons à la centrale d'achat parce qu'il n'y a pas d'obligation de recourir à cette centrale d'achat. Donc c'est une faculté qui nous est offerte et donc nous aurons le choix entre différents opérateurs. Et si à un moment donné, nous estimons que c'est la SPAC, donc la société publique concernant la qualité de l'eau, qui est assainissement de la qualité de l'eau, qui est la plus appropriée pour intervenir, mais nous passerons par sa centrale d'achat. Merci, M. le point numéro 11, marché de fourniture. C'est une acquisition d'un camion équipé d'une grue hydraulique repliable au dos de cabine avec grappin en remplacement d'un camion grappin Renault. Unanimité. Marché de service, mission d'études de suivi du chantier et de CSR, donc coordination de sécurité et santé, dans le cadre de travaux de voirie et génie civil, rue du Trou Perdu à Thon. Convention INACEP, relation INAOS. OK pour tout le monde, merci. Désignation d'un auteur de projet en vue de l'élaboration du plan communal de mobilité. Monsieur Matar, jeune, je veux dire jeune pour qu'on le reconnaisse. Christian, simplement. On nous confond déjà tellement souvent. Le prénom est tout à fait adapté. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, pour nous, c'est une bonne nouvelle de voir ce projet de plan communal de mobilité avancé, puisqu'ici, on est à la désignation de l'auteur de projet. C'est une étape importante dans ce processus. Et en plus, symboliquement, c'est intéressant, puisque nous sommes ici à la veille de la semaine de la mobilité. Et donc, je me permets simplement de rappeler le fait qu'ADN se tient à la disposition du collège pour représenter le conseil communal au sein du comité d'accompagnement ou comité technique selon comment on l'appelle, comme nous l'avions déjà proposé dans le courant du mois de juillet. Voilà, ce sera donc un vote positif évidemment pour ADN. Merci Monsieur Matar. Monsieur le Président, en fait, si je peux me permettre, j'ai quand même apporté quelques précisions par rapport au plan communal de mobilité. Donc le prédiagnostic a été établi puisque pour rédiger le cahier des charges, il fallait qu'on ait un pré-diagnostic qui soit établi. Donc nous avons constitué l'année passée un comité technique qui était composé d'Yasmine Tuscan, qui s'occupait de la mobilité, de Louis Ancio, qui est conseiller mobilité et directeur du service technique adjoint, de M. Delbrook, qui est à la DST, responsable de la circulation routière et qui va suivre les cours de SEM, donc de conseiller mobilité. Madame Tuscan, après son repos d'accouchement, lors d'une prochaine session, suivra elle-même ce cours, cette formation, de manière à ce que nous ayons 2 SEM. Participait également Cécile Mestry du service transition, Raphaël Vanès de la zone de police des Arches, qui est le responsable en fait, de tout ce qui est circulation routière, Pavlos Correctioners au niveau du SAT, Madame Dantine pour Promanden, mais également, et ça c'est aussi important de le savoir, Monsieur Nazroviski de Tous à Pied et Madame Rolle du Grac. Donc en fait c'est un comité technique qui a été ouvert, a participé aussi la FRW en tant que consultant. Donc lors de cette élaboration et pour élaborer le cahier des charges, mais nous avons bien évidemment repris énormément de choses qui étaient apparues lors des consultations dans le cadre de la CLDR.
Donc, dans le projet PCDR, il y a une commission locale de développement rural qui a été installée, qui a développé des fiches projets, et donc ces fiches projets ont été reprises pour élaborer le cahier des charges. Cahier des charges qui a été validé d'ores et déjà par la tutelle régionale. Donc, on a pris un cahier des charges type que notre comité technique a agrémenté, auquel le comité technique a apporté quelques précisions, de telle sorte qu'il puisse coller à la réalité andenaise. Alors, ce cahier des charges on va travailler sur le principe STOP, c'est un acronyme néerlandophone qui en fait détermine une hiérarchisation au niveau de la prise en compte de la mobilité. Donc ce sont d'abord les piétons, ensuite les cyclistes, ensuite les transports en commun, le covoiturage et puis simplement les véhicules privés, les transports privés. Et nous coulons dans la vision FAS 2030 qui a été approuvée en 2017 par le gouvernement wallon. Et FAS, ça veut dire fluidité, accessibilité, sécurité, santé et transfert. Donc nous collons à la vision qu'a la Wallonie vis-à-vis du schéma régional de mobilité. Alors pour ce qui concerne le comité technique, aucune décision n'a été arrêtée, mais il est bien évidemment que nous ferons d'abord, comité technique pour la région, c'est d'abord un comité technique, et la discussion politique, pour eux, doit intervenir après, quand il y a déjà un pré-diagnostic et un diagnostic qui a été établi. Mais ça, nous aurons des précisions de la part de M. Georges. Et nous avons très souvent l'habitude, je dirais, de taper sur le dos ou d'être mécontents par rapport à des actions régionales. Et ici, on ne peut que saluer vraiment la collaboration que nous avons eue de la DGO2, de la cellule mobilité. Et je tiens tout particulièrement, au nom de nos services, à les remercier pour leur réactivité et même leur proactivité. Merci, Monsieur le Premier Échevin. C'est effectivement une bonne nouvelle d'entendre les éléments que vous avez soulevés. Et effectivement, on le voit et on le ressent dans les communications régionales. La mobilité est est redevenue peut-être un élément central. Et je suis, au nom d'ADN, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir été entendu sur le choix du protocole STOP qui vise à se poser d'abord la question en termes d'usagers, et donc de commencer par les usagers faibles et de terminer par les véhicules individuels. C'est une démarche tout à fait intéressante qui promet probablement d'avoir un impact très positif sur la mobilité. Voilà, et je vous remercie évidemment d'avoir pris en compte notre proposition dans la réflexion pour la composition du comité technique. Merci. Voilà, tout est parfait. Le point numéro 3, marché public conjoint, mission complète d'architecture pour la démolition et reconstruction d'un complexe buvette vestiaire pour le football de Sklein et la construction d'un espace multisport à Sklein. Je pense que M. Sampoli a peut-être quelques éclaircissements là-dessus. Mais oui, en fait, quand nous avons présenté dans le courant, je pense, c'était avant le Covid, le projet qui a été, je pense, approuvé à l'unanimité d'aménagement d'un espace multisport, mais également de la rénovation des infrastructures sportives de Sklein, nous avions fixé un montant maximum au-delà duquel les auteurs de projet ou les candidats auteurs de projet ne pouvaient aller. La seule chose, c'est que ces candidats n'ont pas remarqué qu'il y avait ce montant qui était défini dans le cahier des charges, et donc ils nous ont fait des propositions qui étaient bien au-delà de ce qui était préconisé. Personnellement, je travaille dans la matière, donc j'ai l'habitude de voir des plans, et je ne peux pas dire objectivement que ce qui était proposé était d'une part fonctionnel et répondait vraiment aux besoins d'une part des sportifs et aussi de la population de Sklein. Donc nous sommes contraints, puisqu'ils avaient dépassé le budget, qu'aucun ne restait dans ce budget, de relancer la procédure de marché public, qui sera ici, puisqu'il s'agit d'un marché conjoint, approuvé également par le conseil d'administration de la régie pour la partie espace multisport. Madame Loba. Donc, en tant que membre du conseil d'administration, évidemment, et au nom de mes collègues aussi, on se réjouit évidemment de l'avancée de ce dossier. Et simplement, on se réjouit aussi de pouvoir bientôt se réunir de nouveau en présentiel pour justement voir un peu toute l'évolution de ce dossier et d'autres dossiers aussi, parce que ça fait très longtemps. Et donc, voilà, de beaux projets en vue. Merci. Je suis heureux d'avoir heureux. Non, mais je ne parlais pas de vous, monsieur Pasquin.
Nous passons au marché de travaux. Andenne, rue du Condro, 36, assainissement d'une habitation. Peut-être un petit mot d'explication, monsieur le bourgmestre, non? Voilà, c'est un bâtiment qui est gangrené, si je puis dire, par la mairie. Et je dirais l'état de décrépitude de ce bâtiment risque de s'étendre à d'autres maisons bâties. Où, compte tenu de l'impécuniosité des propriétaires qui sont malheureusement dans l'impossibilité de pouvoir exécuter ces travaux, nous devons nous substituer pour les exécuter à la place du propriétaire et tenter de récupérer ultérieurement notre crédit. Mais ici, nous avons intérêt en termes d'hygiène et de santé publique de ne pas laisser la situation en l'état. Voilà l'explication. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Nous avons eu le cas pour une autre maison dans la même rue après Vincent. Donc c'est la deuxième dans la rue du Condro qui est concernée par un phénomène de maisons qui extérieurement sont des maisons entières qui paraissent tout à fait correctes, mais intérieurement tout ce qui est boiserie est complètement envahi par ces champignons destructeurs. La mairie. C'est dangereux pour la santé. Merci, monsieur le bourgmestre. Extension de l'école communale de la Mèche, la phase 2. Pas de souci. Et le point numéro 3, Coutis, rue Saint-Maur, réfection et amélioration de la voirie, ça c'est pas un luxe. Plan d'investissement communal 2019-2021, marché conjoint avec la commune d'Oé. Merci. Nous passions 14, patrimoine, Andenne, vente par la ville d'Andenne à la zone de police des Arches d'une maison d'habitation 6, chaussée d'Anton, au numéro 29. Monsieur le Président, une précision, le conseil de police a décidé d'acheter lors de sa dernière réunion ce bâtiment, mais pour que l'opération se fasse, il faut aussi que le conseil communal d'Andenne le vende à la zone de police. C'est ce qui est proposé aujourd'hui, dès lors que la zone de police envisage, à l'arrière de ce terrain, de réaliser un nouveau commissariat regroupant sur Andenne les actuels commissariats de l'ex-gendarmerie sur l'avenue et de l'autre partie du commissariat qui est sur le site Godin, pour regrouper les deux commissariats en un seul, fonctionnel et moderne, avec une possibilité de démarrage près du rond-point du Quick pour pouvoir partir en intervention dans les délais les plus rapides et offrir à notre police, pour la sécurité de la population, un nouveau commissariat digne de ce nom. Donc nous sommes le bras armé, immobilier, si je puis dire, de la zone de police, et nous avons donc acheté pour le revendre, et nous réaliserons les expropriations des terrains à l'arrière lorsqu'ils ne sont pas communaux, de façon à céder ensuite les terrains expropriés à la zone de police dès lors que l'un ou l'autre propriétaire ne voudrait pas vendre le terrain indispensable à la construction du commissariat. Monsieur Sermon. Oui, juste deux questions techniques. La première, c'était par rapport aux aspects budgétaires. C'est vrai que lors du dernier conseil de police, il a été décidé d'acheter. Et, donc le conseil de police, enfin la zone ne pouvait pas acheter elle-même, les crédits n'étaient pas prévus. Enfin, il y a l'aspect d'ingénierie peut-être technico-budgétaire. Alors deuxième question, vous nous aviez dit que le BEP avait été sollicité pour un peu réfléchir à l'aménagement de ce futur commissariat de police. Est-ce qu'on a déjà tout doucement un peu avancé dans la réflexion? Alors, le groupe ADN ne vous demande pas de sortir des plans du futur commissariat de police maintenant, on se rend compte que c'est peut-être un peu tôt. Mais à tout le moins, est-ce qu'il y a déjà eu une réflexion stratégique où celle-ci est-elle sur le point d'aboutir et sera-t-elle présentée peut-être lors du prochain conseil communal ou du prochain conseil de police? Il faut voir quelle est la meilleure instance. En réalité, le maître d'ouvrage de ce futur commissariat, et vous le savez puisque vous siégez au conseil de police, c'est la zone de police. La zone de police comprend 5 communes, dont la nôtre, qui représente plus ou moins 52% des parts de la zone de police, 48% pour les 4 autres communes. 12, 12, 12, 8, 52 pour nous, 3 x 12, 36, plus 8 pour Oé, plus les 52, on a les 100% de la zone. Donc ce n'est pas Andenne qui décide, ce sont les 5 communes. Les 5 communes ont marqué accord, en collège et en conseil, pour réaliser un nouveau commissariat. Ce dont il est question ici, c'était de l'achat d'un bâtiment qui doit être démoli,
il est acheté pour être démoli par la zone de police, pas par la ville, parce qu'il est l'accès à la route régionale Ouies-Namur. Donc, quand ce bâtiment était à vendre, comme la police n'avait pas de crédit à ce moment-là, il a été proposé, pour éviter que le bâtiment ne soit acquis par un tiers pour y installer sa maison, nous avons convenu de l'acheter en vue de le démolir et de le céder au préalable à la zone de police. Donc la zone n'avait pas les crédits au moment de la vente. La zone de police n'avait pas les crédits, la ville avait les crédits. Okay. Donc, en accord avec le collège de police, nous avons fait l'avance des fonds. Maintenant, nous récupérons notre mise de fonds en revendant. Mais nous avons parallèlement, le collège de police, marqué accord sur la réalisation d'une convention avec le bureau économique, parce que nous chargeons le bureau économique, je parle de la zone de police, pas la ville, de faire ce qu'on appelle un marché de conception-réalisation, comme cela s'est fait à Dinan. À Dinan, un nouveau commissariat a été inauguré, a été conçu par le bureau économique à la demande de la zone de police qui couvre Dinan et d'autres communes. C'est la même opération qui est envisagée ici, sur un terrain de plus ou moins 2 hectares à l'arrière du terrain sur lequel se trouve la maison que nous vendons aujourd'hui avec le terrain. Voilà. Donc, mais la zone de police n'a pas de capacité d'expropriation. Légalement, seule la commune peut le faire, donc nous allons devoir être le bras armé immobilier de la zone de police en réalisant des expropriations pour cause d'utilité publique, et nous le ferons, et quand nous aurons acquis via le comité d'acquisition qui maintenant est un service public avant fédéral, maintenant régionalisé, nous acquérerons, et puis quand nous avons acquis, nous revendrons à prix coûtant, et évidemment, tous nos frais étant remboursés, le dit terrain à la zone de police qui disposera ainsi de l'espace vital et du terrain en superficie nécessaire pour faire un commissariat moderne pour une zone de police qui compte 55 000 habitants et qui peut-être dans 10 ans en comptera peut-être plus de 60 000. Donc il est important d'avoir un commissariat contemporain pour garantir la sécurité de la population. Voilà ce qu'est cette opération qui est la première étape d'un long cheminement. Juste une petite question. Est-ce qu'au niveau du commissariat actuel, on a déjà repensé un projet de reconversion ? Il est évident que la zone de police a à son actif 2 biens immobiliers. Et il est logique pour le collège et le conseil de police de revendre ces biens. Ils ne seront pas là pour être contemplés comme des immeubles exceptionnellement beaux, embellissant le patrimoine en donné. Donc, le bâtiment du site Gaudin pourra être revendu pour y installer un commerce. C'est un bâtiment en très très bon état. Quant au bâtiment situé sur l'avenue Reine-Élisabeth, c'est un bâtiment qui n'est absolument pas exploitable. C'est un bâtiment qu'il est plus sage de démolir et de raser purement et simplement. Il est inadéquat, je dirais, en termes de restauration, de rénovation, sauf à grand prix et à consacrer un montant énorme en brûlant l'argent du citoyen. Donc, la grande difficulté, c'est que nous devrons, à un moment donné, réaliser un plan de modification de l'affectation au plan de secteur de ce terrain de l'ex-gendarmerie, parce qu'il est en zone communautaire au plan de secteur. Et si vous voulez réaliser un projet en l'endroit et permettre à la zone de police de valoriser la vente de l'ex-gendarmerie en vue de démolir le bâtiment et d'y faire un projet immobilier, il faut que le terrain devienne terrain à bâtir, parce qu'en zone communautaire, ce bâtiment et ce terrain ne valent pas grand-chose. Donc la zone de police a un intérêt lié à celui de la ville et nous allons devoir collaborer. Et nous devrons réfléchir aussi à relooker un peu le quartier également, parce que rue Bertrand, quand vous avez cet horrible car wash, en termes d'aménagement du territoire, je crois qu'il faudra faire un assainissement englobant non seulement l'ex-gendarmerie, actuellement toujours commissariat de police, mais l'un ou l'autre bâtiment qui fait tâche
Et je pense particulièrement à cette horrible carrouage située rue Bertrand et dont la laideur peut faire peur aux enfants qui sont dans les poussettes de leur maman. Merci. Oui. Donc, unanimité pour ce point-là. Merci. Vezin, vente d'une parcelle de terrain à bâtir au lieu dit haute commune. Pas de problème. Merci. Police, communication d'ordonnance de police prise d'urgence par le bourgmestre. Je pense que là, il y a peut-être un petit mot, monsieur le bourgmestre. Parce qu'il y en a tout le temps des ordonnances de police. Oui, mais concernant les masques, je suppose qu'on va sûrement réagir. On a imposé jusque fin août le port du masque. On l'a levé début septembre parce que la situation était positive. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Bon. Quoi qu'il en soit, je regardais sur Sensiano les chiffres de contamination aujourd'hui tels que publiés. Nous avons depuis le 8 juin 163 contaminations en Andenne, sur Assès 50, sur Fordelmont 40, sur Gèvres 56, sur Ouai 29. Donc paradoxalement, la population, il y a plus d'infections au Covid pour les 4 autres communes que pour Andenne. Et quelles sont les 2 communes qui proportionnellement n'ont pas vu le Covid croître dans la même proportion? C'est Ouai et Andenne qui avaient imposé le port du masque généralisé. Donc on peut considérer que si c'est désagréable, ça a quand même permis d'éviter les contaminations. Voilà, on l'a levé. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je sais que beaucoup disaient il faut lever cette interdiction au 1er septembre, parce que si on a une grave épidémie, une seconde vague, comme on dit en novembre, devoir porter le masque depuis le mois d'août, sans interdiction, c'est une obligation très sévère. En novembre, c'est un peu lourd, d'autant plus que beaucoup de personnes ne le supportent pas. Mais reconnaissons qu'il est un outil extrêmement peu onéreux et qui protège fort bien. Et je crois que toute la communauté scientifique s'accorde à dire que le port du masque, il faut le recommander. L'imposer quand c'est indispensable, le recommander en toutes circonstances, sauf raison médicale ou autre. Voilà. Oui, juste une observation concernant ce point du port du masque et des ordonnances. Au-delà des pourcentages et des proportions avancées par monsieur le bourgmestre, voilà, en Andenne, on a plus ou moins 0,5% de la population qui a été touchée par le Covid. Le port du masque est évidemment, et c'est scientifiquement prouvé, est un outil qui permet de diminuer la propagation. Donc, loin de nous l'idée de vouloir remettre en question le masque, certainement, il est très très utile. Maintenant, il faut savoir aussi dans quelles circonstances. Et je présume qu'ici, les conseillers communaux, quel que soit le parti, ont été sensibilisés. Voilà, au niveau de notre groupe, en tout cas, des gens sont venus nous trouver un peu perdus par moments, en disant ben, voilà, est-ce que je dois mettre le masque? Ah oui, c'est une obligation générale sur tout le territoire. Oui, mais bon, je vais promener mon chien dans les bois derrière chez moi, je rencontre personne, est-ce que je dois le mettre? Enfin, voilà, il y a parfois des questionnements de ce type-là. Nous avons tenté, en tant qu'élus locaux, de leur répondre au mieux et d'essayer d'être le plus, on va dire, le plus responsable par rapport à cette pandémie qui a quand même, au niveau planétaire, fait des ravages. Je pense que dans les livres d'histoire, on en parlera de ce Covid. Maintenant, à titre de comparaison, et donc j'ai fait le comparatif avec des communes au taux d'infection qui était relativement variable. Les communes, on va dire les plus petites communes aux alentours, on va dire d'Andenne, enfin du Namurois, en sont, en termes d'ordonnances qui sont passées en conseil communal ou validées par la suite par le conseil communal, en sont à 3, 4 textes. Ici, à Andenne, j'ai fait le compte depuis le début de la pandémie. Dans les ordres de jour du conseil communal, nous avons eu 17 textes. Et donc, je crois qu'il y a peut-être, comme, et ce n'est pas le juriste que vous êtes, monsieur le bourgmestre, qui va me contredire, quand il y a trop de règles, ça tue un peu la règle.
Donc il faut prendre les règles, il faut prendre des dispositions. Et si nous devons revoter des textes, nous les revoterons. Si la pandémie devait reflamber de plus belle ou si tout devait disparaître, nous devrons prendre des dispositions, bien évidemment. Ceci étant dit, la clarté des décisions du jour au lendemain, que ce soit par rapport au port du masque, par rapport au marché, dont nous parlerons tout à l'heure, par rapport à des visites dans des réserves naturelles. Il y a eu des informations, et je ne dis pas qu'elles étaient toutes injustifiées, loin de là. Il y avait des décisions qui devaient être prises. Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup de décisions pour une commune de la taille d'Andenne, en fait, on a pris, je pense que nous avons pris une décision en plus d'un point de vue numérique que la ville de Namur, qui a un cinéma, qui a la gare la plus fréquentée de Wallonie, qui a un nombre de fonctionnaires régionaux importants qui tous les jours viennent. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a eu un peu un surplus, on va dire, de textes sur Andenne. Et donc je pense que pour la bonne compréhension des citoyens andennais, avoir des décisions claires, simples et si possible qui permettent, si possible, je le dis bien, d'être prolongées un peu sur la durée pour éviter de changer les règles trop souvent, ce serait pas mal. Bon, voilà, c'est notre avis, c'est notre point de vue. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas comment le Covid va réagir. Il y a la grippe saisonnière qui va peut-être arriver et se joindre au Covid. Ça risque de faire des dégâts encore plus importants. Si ça tombe dans 2-3 mois, le Covid est derrière nous. Personne n'a de boule de cristal. Mais en tout cas, en termes de clarté des décisions et de bonne compréhension auprès de la population, le surplus législatif doit absolument être contrôlé. Je vous remercie. Je répondrai, M. Sermon, que inflation législative peut-être, mais le Conseil national de sécurité a multiplié les décisions qui ont varié dans le temps, sans imposer le port du masque dès le départ, parce qu'il y avait une négation de l'utilité du port du masque dont tout le monde s'accorde à penser maintenant qu'il peut sauver des vies. Et c'était un avis contraire qu'exprimait Mme de Bloch au début, en sa qualité de ministre fédéral de la Santé. Je ne veux pas polémiquer sur le sujet, mais nous avons des arrêtés ministériels qui changent tout le temps. Et la commune ne peut pas intervenir ni prendre une ordonnance de police dans une matière qui est réglementée par l'arrêté ministériel. Donc nous n'avons de compétences que très limitées en fonction d'une situation qui évolue. Pour le port du masque, à refaire, je reprendrai la même décision et on ne sait pas l'appliquer. C'est le mois d'août qui a été le mois de l'application du port obligatoire généralisé, parce qu'en négociation avec la police, il était impossible de faire des petites parties du territoire. Comment aller expliquer qu'un citoyen, en passant d'un endroit à l'autre de l'entité, là devait le porter et plus loin ne devait pas le porter? C'était source de confusion. Alors il a été convenu avec la police que c'était une mesure généralisée, mais qui serait appliquée avec bon sens par les autorités policières, en considérant que la police ne sanctionnerait pas quelqu'un qui se promène seul avec son chien, bien entendu, et qui pouvait avoir la crainte, s'il n'avait pas le masque, d'avoir un PV. Alors je n'oserais pas vous dire, et je ne dirai pas le nombre de PV qui ont été placés durant le mois d'août, pour ceux qui ne respectaient pas le port du masque, parce que vous pourriez considérer que la police n'a peut-être pas été suffisamment zélée. Mais nous n'avons pas voulu accabler les citoyens par une amende, et la police a reçu la stricte mission de convaincre et de persuader de l'utilité du port du masque. En tout cas, je peux vous dire qu'à la date du 20 août, il y avait eu en tout et pour tout, sur les 3 premières semaines, 4 PV demi. C'est dire que la police a surtout joué la carte de la prévention. Alors, ce qui se passera demain, mais nul ne sait le dire. Est-ce qu'on est à nouveau? J'entendais M. Van Latem être très pessimiste tout à l'heure au JT d'RTL puis de la RTB. Bon, allez savoir ce que sera l'avenir. Bon, on le verra. Espérons qu'on ne connaisse plus une situation aussi dramatique, parce que près de 10 000 morts en Belgique, c'est quand même beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de contamination, mais peu de morts actuellement. Mais il y a de plus en plus de malades, d'hospitalisation et de personnes qui vont aux soins intensifs. Et comme le disent les experts, ce ne sont pas tant les jeunes qui sont très fort contaminés qui risquent gros,
ce sont les personnes plus âgées qui peuvent être contaminées par les plus jeunes. Donc, je répète à tous les citoyens qui nous entendent, même si c'est ennuyeux, portez ce masque. Dès que vous êtes en rue, c'est un geste protecteur. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, la RTB exprimait qu'une étude, je ne sais pas ce qu'elle vaut, parce que les études peuvent être contredites par d'autres études. Cette étude récente, dont la RTB faisait état, et si vous vérifiez le site de la RTB sur votre GSM, vous le verrez, que le port du masque peut atténuer la gravité de la maladie pour ceux qui contractent le virus. Vrai ou pas vrai, ça me paraît miraculeux, mais enfin, c'est ce qui est publié dans certaines études. Ça coûte presque rien et ça coûte beaucoup moins cher qu'une hospitalisation. Ne prenez pas de risques et répandez vraiment cette invitation à le porter. Et tant pis s'il y a qui ne l'aiment pas, qui trouvent que c'est une atteinte à nos libertés. Ce dont il est question ici, c'est de sauver des vies et rien que de sauver des vies. Et d'empêcher des maladies graves, très invalidantes pour ceux qui sont appelés à en souffrir. Et je crois que c'est le sentiment du corps médical, je dirais, endonné. Bien. Merci, Monsieur le bourgmestre. Juste 3 points d'observation. Mais par rapport au PV et à la police, ce serait peut-être bien, un jour ou l'autre, de pouvoir avoir un peu un topo de la situation. Effectivement, nous n'avons pas entendu qu'il y avait eu une avalanche de PV. Par contre, on nous a rapporté certains cas qui parfois nous paraissaient peut-être pas nécessairement être verbalisés. Et vous savez comment ça va dans la population. On est verbalisé parce qu'on sort un peu des clous. Et pourquoi l'autre, à côté de moi, qui a fait 100 fois pire, lui n'a rien. Enfin, voilà. Ça, c'est... Mais donc, avoir un peu un topo de verbalisation, ce serait pas mal. Ce ne sont pas les élus qui mettent les PV, c'est la police. Et on a demandé à la police de faire preuve de bon sens. De bon sens. Mais voilà, certains échos parfois nous sont revenus, mais faisons confiance à la police et aux chiffres qu'ils vous fourniront et nous verrons, nous analyserons cela. Par rapport aux décisions du CNS, oui, effectivement, le CNS a parfois pris des décisions et 2 semaines après se réunissait et adaptait sa décision. Mais je veux dire, toutes les décisions du CNS étaient valables pour l'ensemble du pays. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des communes du pays se sont pliés aux décisions du CNS, ce qui n'a pas, dans certaines communes, parfois plus grandes qu'Andenne, généré un nombre d'ordonnances plus important. Enfin, voilà, c'était juste une observation. Et je terminerai sur votre réflexion par rapport au port du masque. Là, nous vous rejoignons tout à fait. Et c'est vrai qu'au début, le CNS et Maggie de Bloch n'avaient pas préconisé le port du masque, mais parce qu'il n'y en avait pas. Hein. Vous souvenez-vous, au tout début, les États, les régions, les communes, enfin tout le monde essayait de trouver des masques à gauche, à droite. On en commandait en Pologne, en Russie, enfin partout, c'était à la chasse aux masques. Effectivement, il n'y avait pas de masque à l'époque. Et les scientifiques ont très heureusement recommandé le port du masque. Et je crois très sincèrement, et là je me base sur des articles scientifiques et sur des choix raisonnés, le port du masque diminue la propagation du virus. Donc effectivement, continuons à promouvoir le port du masque avec bon sens. Cela nous semble l'idéal. Nous verrons, parce que je pense que le CNS doit se réunir dans quelques jours. Nous verrons les nouvelles décisions qui seront prises et vers quoi nous avancerons. Je vous remercie. Monsieur Goossens. Oui, donc moi, je tiens quand même à souligner le travail qui a été réactif de la part du collège, car c'est quand même un truc qui a été un truc de fou. Donc moi, je pense que mieux vaut prévenir que guérir, et peut-être, il y a eu peut-être beaucoup de communication, mais effectivement, par rapport au voyage en Lombardie des jeunes, là, on était en contact avec M. Costantini, le maillot et tout ça, le collège, après la décision de ne pas faire partir les jeunes, ils ont bien fait, de fermer la maison des jeunes pour directement, et ce que j'ai remarqué, c'est que 2 ou 3 jours après, le fédéral suivait le communal. Je trouve que le communal était au cœur du débat, au cœur du sujet. Moi, je trouve que c'était bien vu, 17, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30, du moment que c'est clair, mais c'est clair que je peux comprendre aussi que ça peut troubler les gens, mais quand t'as le fédéral qui donne le régional, il c'est tac, 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 on est perdu dans tous les sens, quoi. Mais sinon, bravo au collège d'avoir bougé comme il se doit. Ceci étant dit, pour rebondir sur ce que vient de dire Kevin, des sondages ont été faits auprès de la population à l'égard de la crise du Covid, et le niveau de pouvoir dans lequel la population s'est reconnue et faisait le plus confiance, c'était le niveau communal. Donc c'est-à-dire que les communes en Belgique ont quand même réagi de manière positive. Ça, il faut quand même le souligner.
Merci à tous. Nous passons maintenant au point C, revitalisation urbaine, donc approbation du compromis de vente et l'alignation de quote-part communal de terrain dans l'écoquartier 60e délibération, là, il n'y a pas de problème. Tutelle, communication de diverses décisions prises par l'autorité de tutelle, concernant l'article 4 du règlement général, la comptabilité communale, je pense que là aussi ça ne pose pas de problème. Nous allons passer maintenant aux interpellations. Je voudrais quand même, avant de commencer l'interpellation, rappeler que les interpellations ne sont pas des débats, pour ne pas que ça traînaille. Donc il y aura une réponse après l'interpellation de qui on verra. Il y aura une réplique et puis une réponse. Et puis stop, on arrête le débat. Ce n'est pas un débat, c'est une interpellation, donc on va rester dans les critères de... Président. Oui. Ok, je pense que les interpellants aujourd'hui, évidemment, ne sont pas concernés puisqu'ils auront la parole. Mais personnellement, et on a vu cela avec des conseillers de la majorité qui ont interpellé et qui nous ont permis de participer au débat, je serais en contrepartie pas opposé du tout à ce que des conseillers de la majorité participent à un débat suscité par une interpellation. Ça fait partie de la démocratie, ça fait partie aussi de l'ouverture que nous devons avoir par rapport aux avis de chacun. Donc moi, je ne me réjouis pas du fait que l'on écourte les débats en empêchant des conseillers de la majorité de s'exprimer sur des interpellations d'opposition. Et le contraire, bien évidemment. Ce n'est pas ça qui pénalise beaucoup la soirée de la plupart d'entre nous. C'est un quart d'heure ou 20 minutes en plus, tout au plus une demi-heure. Mon Dieu, c'est quand même pas la fin du monde. Voilà, mais vous êtes le président, vous avez évidemment les pleins pouvoirs et la haute autorité sur cette assemblée, donc je me suis simplement permis de vous faire cette remarque. Oui, monsieur le bourgmestre. Monsieur le Président, vous connaissant, moi je crois qu'on doit faire confiance à votre bon sens, presque devenu légendaire, et qui suscite en tout cas une adhésion de l'ensemble des élus de la majorité comme de la minorité. Mais cela dit, un débat n'est pas une interpellation. Qu'une interpellation puisse susciter un débat entre l'intervenant, le membre du collège qui répond, que éventuellement, spontanément, un conseiller, mais très rapidement, donne un avis, ça peut se faire. Mais un débat où tout le monde prend la parole, ce n'est pas ça. Parce que là, on sort de la logique de l'interpellation. Quand il y a un débat sur le budget. Là, c'est un débat où chacun intervient. Donc ici, nous ne sommes pas dans la technique du débat, nous sommes dans la technique de l'interpellation. Il n'est pas question de priver nos élus du droit à la parole, mais de limiter raisonnablement toute discussion sur une interpellation dans un tempo qui reste sensé. Nous sommes tous des gens raisonnables. Je pense que l'on peut certainement, je n'ai aucune objection, puisque je l'ai fait avec Jawad lorsqu'il a interpellé sur le développement économique d'Andenne. Je n'aurais pas de difficulté à ce que Jawad ou quelqu'un d'autre réagisse à l'intervention de Caroline ou à la mienne. Ça ne me pose aucun problème. Ce n'est pas pour ça que les 29 élus vont s'étriper sur le sujet. C'est simplement une preuve d'ouverture démocratique. Et bon, mais, Monsieur le Président, c'est vous qui avez l'autorité, encore une fois. Je ferai ça avec bon sens. Je vous reconnais bien là et je vous fais confiance. Mais il ne faut pas non plus... Non, voilà. bien évidemment. Jawad. Simplement, je voulais rebondir, moi, par rapport à ça. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier l'esprit même de l'interpellation, ce n'est pas un débat. Et pour donner un exemple, parmi pas mal d'autres conseils communaux, si on prend par exemple le conseil communal de Namur, je vous invite à regarder le règlement d'ordre intérieur, c'est très codifié. Donc normalement, celui qui interpelle a le droit à faire son interpellation, je pense que c'est 5 minutes maximum. Et que seul le collège a le droit de répondre, et il a un droit de réponse, je pense, limité aussi à 10 minutes. Donc c'est très codifié, parce que par rapport à l'esprit même d'une interpellation, c'est pas un débat. Malheureusement, parfois, on voit que c'est instrumentalisé, on reprend un ou deux éléments, on le dénature, et on repart sur d'autres débats. Je pense qu'il faut garder un peu cet esprit de différencier l'interpellation du débat. Ils sont beaucoup plus nombreux à Namur. Lorsque nous aurons la même taille que Namur, on reconsidérera. Les conseils communaux à Namur commencent à 18h, finissent à 2h du matin. Hein. Non, mais voilà, c'est pour donner un exemple que ce n'est pas, on n'est pas l'exception. On n'est pas l'exception dans l'esprit, simplement. Bon. Monsieur Martin, je suppose que vous allez laisser la parole à Caroline. Oui, elle passe de toute façon, dans tous les cas. Je n'oserais pas parler avant. Je n'en doutais pas un instant.
Madame Lomba. Voilà. Alors, une petite interpellation pour faire le point sur le marché hebdomadaire. Alors, en mars, nous vous interpellions pour une meilleure localisation du marché. En juin, lors du conseil communal, nous vous demandions des précisions quant au déplacement du marché sur la place du Chapitre. Depuis juillet, le marché est situé à nouveau sur la place des Tilleuls, avec entrée et sortie, ainsi qu'un sens de circulation, comme cela est préconisé par le CNS. Le marché, c'est le rendez-vous de nombreux randonnées. Il nous semble donc important que celui-ci reste un lieu convivial où se développe la vie sociale, malgré la situation actuelle. J'ai bien évidemment pris connaissance du courrier distribué lors du marché de ce vendredi 4 septembre. Il était nécessaire de communiquer afin de clarifier la situation et de répondre à certaines interrogations des marchands et aussi des citoyens. Néanmoins, je pense que ce courrier aurait pu être distribué plus largement ou via les divers canaux de communication à disposition de la ville afin de rassurer les citoyens et les inciter à venir au marché dans un climat plus serein. Cependant, nous avons constaté aussi quelques soucis et il nous semble que certaines questions restent encore en suspens et méritent des réponses plus complètes. En effet, la délimitation du marché actuel pose problème à certains commerçants de la place, limitant ainsi l'accès à la terrasse ou à l'espace de vente puisqu'il y a des barrières. De plus, les marchands doivent impérativement placer une bâche sous leur étal. Si c'est pour préserver le nouveau revêtement, pourquoi celui-ci n'a-t-il pas été choisi en sachant qu'il y aurait des marchands en l'endroit? Dès lors, certains marchands ont été sanctionnés pour ne pas avoir respecté cela. Les bâches à poser sont-elles installées et fournies par la ville ou les marchands doivent-ils s'équiper? Si nous pouvons comprendre qu'il faille protéger ce nouveau revêtement, il nous semble qu'il est destiné à être fonctionnel et à vivre. À l'avenir, les mesures de protection ne devront-elles pas être assouplies? De plus, l'organisation et la configuration actuelle du marché semblent être de nouveau une entrave pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Avez-vous des solutions pour ces citoyens afin qu'ils puissent venir au marché de manière aisée et sans trop de contraintes? Le respect du port du masque est une chose, on l'a déjà évoqué, mais est-il normal de sanctionner les marchands dès lors qu'ils doivent boire ou manger pendant toute la durée du marché? Ne pourrait-on pas adapter ce genre de mesures, peut-être en permettant un accès à un espace dédié pour les marchands qui souhaitent prendre une pause? Êtes-vous en mesure de nous donner des statistiques de fréquentation, marchands et acheteurs? Si oui, avez-vous réalisé une étude plus qualitative sur les raisons de la baisse de la fréquentation? Ne peut-on pas proposer des mesures d'encouragement aussi, pour faire revenir plus de marchands et encore plus de visiteurs, afin de mettre davantage de marchands sur le marché? Ne serait-il pas possible d'en placer certains dans la promenade des ours? On vous l'avait déjà proposé lors d'un conseil communal passé. Et donc, on pourrait tout aussi bien délimiter une zone dans la promenade des ours et utiliser aussi un système de bâches, puisque c'est ce qui est utilisé pour le moment, afin de préserver aussi ce revêtement, puisqu'on le fait déjà dans la place des Tilleuls. Ne faudrait-il pas aussi envisager, à l'instar d'autres villes, d'exempter les marchands de la taxe jusqu'en décembre, par exemple? Si les marchands délaissent le marché du vendredi, ce sont tous les commerçants du centre qui seront impactés et cette situation est dommageable, car on sait tous les efforts qu'ils fournissent pour dynamiser le centre-ville et les difficultés qu'ils rencontrent à cause de cette crise. Alors, bien évidemment, entre-temps, entre le dépôt de cette interpellation et aussi une pétition citoyenne apparemment qui a vu le jour et des craintes des citoyens. Mais entre-temps, évidemment, le collège a déjà pris quelques mesures pour le marché de vendredi passé. Donc évidemment, certaines questions de cette interpellation ont déjà trouvé des réponses. Donc merci d'avoir écouté les citoyens ainsi que peut-être les conseils qui étaient déjà dans cette interpellation. Par contre, il reste encore quelques questions dans cette interpellation qui sont en suspens et qui attendent donc des réponses. Merci d'avance. Monsieur le Président, je répondrai à Madame Lomba que l'organisation des marchés, à Andenne et ailleurs, relève d'un arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est clairement mentionné dans une FAQ, on appelle ça FAQ. La dernière en date est celle du 24 août 2020 et elle s'impose à toutes les villes et communes. C'est ainsi que, en ce qui concerne le nombre d'ambulants et de clients, il est mentionné qu'on ne peut avoir un client que par 1,50 m d'étal.
Ce n'est pas la ville d'Andenne qui a inventé ça. Donc, autrement dit, le marché, de par la fac et l'arrêté ministériel, ne peut plus être fréquenté avec autant de personnes qu'auparavant. C'est l'application des règles de sécurité. Les mêmes règles de sécurité imposent qu'il y ait un sens que l'on doit obligatoirement suivre. Il est imposé également de le ceinturer de telle sorte qu'il y ait une entrée et une sortie. Ce ne sont pas des règles que la ville d'Andenne a inventées. Ce sont des règles qu'elle a l'obligation de faire respecter à peine de mettre en œuvre, je dirais, sa responsabilité. Je tiens à le préciser. Et si je tiens à le préciser, c'est parce qu'on circulait, et là je trouve ça assez scandaleux, des informations totalement erronées, diffusées par une personne présente depuis longtemps sur le marché et qui affirmait que ces règles n'existaient pas et qui osait, pardonnez-moi l'expression, mentir effrontément en faisant en sorte que ces règles n'existaient pas. Je n'apprécie pas ce genre d'irresponsabilité, pour que les choses soient claires. Alors on a colporté ce que j'appelle des fake news, comme dire que la ville d'Andenne ne voulait plus du marché. Pure fiction, pure invention. Que la volonté était de déplacer le marché place du Chapitre. Nous l'avons effectivement, lorsqu'il a réouvert, déplacé quelques semaines sur la place du Chapitre, au motif que 20 ans après la réalisation de la place des Tilleuls et des voiries latérales, cette place et les voiries latérales et emplacements avaient besoin d'une remise à l'ordre du jour parce que des pavés étaient décelés, des pavés étaient cassés et qu'il s'imposait de faire une réfection de la place, des rues avoisinantes et des emplacements de stationnement pour les véhicules qui servent pour des ambulants. Il était impossible, pendant cette courte période, aux ambulants d'aller de rester place des Tilleuls. Alors, en ce qui concerne l'affluence, je peux vous donner des chiffres. L'affluence, à la réouverture du marché le 29 mai, 1340 visiteurs. Là, nous sommes place du Chapitre. Mais c'était un lieu peut-être sympathique par beau temps, mais difficile d'accès excentré. Et nous avons évidemment intérêt à ce que le marché se tienne au centre-ville, à proximité des commerçants permanents. Parce que le marché, c'est une osmose entre les permanents et les ambulants. Le 3 juillet, mais il tombait des cordes, là, il n'y en a eu que 1167 de visiteurs. Et puis, on a avoisiné jusqu'au 17 juillet les 1050 visiteurs par marché. La diminution était due aussi au Covid. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui auparavant allaient au marché ont quand même une certaine peur, je dirais, de personnes qui ne portent pas le masque. Beaucoup de gens étaient assez effrayés par l'indiscipline d'autres personnes. Alors, depuis que le marché est revenu sur la place des Tilleuls, nous avons le 21 août enregistré 1047 visiteurs. Il ne peut y en avoir que 400 maximum à la fois, je tiens à le préciser. Donc vous ne pouvez pas les mettre tous ensemble, d'après la fac. Mais heureusement, le marché commençant tôt le matin et se déroulant jusque la fermeture et le départ des ambulants, cela permet qu'il y ait en principe pas plus de 400 personnes à un moment précis. Le 28 août, là, il y avait une belle progression, on passait à 1307 visiteurs. Le 4 septembre, à 1430 visiteurs. Et le 11 septembre, vendredi dernier, à 1650. Donc, la fréquentation du marché est incontestablement en progression. Alors, le problème des dégagements latéraux. Bon, pourquoi ces dégagements latéraux? Mais tout simplement parce qu'avec la règle qui obligeait de fermer la place des Tilleuls, de faire une entrée, une sortie, des personnes qui ne souhaitaient pas aller au marché, mais qui devaient aller de la rue Rogier, par exemple, à la rue Frère Orban, ne pouvaient plus passer par la place des Tilleuls, puisqu'il y avait des barrières, devaient faire un grand tour, soit par les quatre coins, soit par la rue Daphné. C'est ça l'explication
des rangées latérales, c'était de façon à permettre d'éviter un détour aux piétons qui ne souhaitaient pas aller sur le marché. Alors, cette expérience, pour répondre aux demandes de certains, s'est heurtée à des réactions d'autres qui disent « mais ça crée un lien physique par des barrières entre les marchands ambulants de la place des Tilleuls et les commerçants ambulants. Ce n'est pas vous qui êtes à la base du changement intervenu vendredi dernier. C'est un monsieur qui m'a convaincu par la pertinence de son raisonnement de supprimer, je dirais, ces couloirs de passage hors marché pour finalement en revenir à, je dirais, ce qui se passait dans un premier temps, mais avec une entrée, une sortie de chacun des côtés de la place. Ce qui n'est pas toujours simple à faire, et cela a, me semble-t-il, très bien fonctionné. Alors, pour répondre à votre question, mais pourquoi n'avoir pas fait un revêtement qui n'ennuie pas les ambulants? Là, je ne vous comprends pas. Hein. Je me suis passé 2 fois en lisant votre interpellation. Est-ce que Mme Lomba sait ce qu'est la place des Tilleuls pour faire une remarque pareille? Parce que la place des Tilleuls, c'est une place avec un revêtement avec des pavés, le grès, des pavés de pierre, calcaire. Ce sont des pierres dans les routes latérales et à l'emplacement des emplacements de parking, ce sont des pavés. Tous les 20 ans, une fois tous les 20 ans, c'est raisonnable de réparer ce qui est cassé. Alors si l'on veut faire un revêtement qui convient aux ambulants, vous mettez du tarmac. Hein. Vous tarmaquez tout. Hein. Alors je vais vous appeler, non plus Madame Lomba, mais Madame Béton Tarmac. Non, c'est pas du tout ce que je comprends de l'esthétisme d'une ville, de ne pas avoir des revêtements qui soient des revêtements corrects. Alors, quant au respect de ce travail qui a été fait par une entreprise très sérieuse, spécialisée dans la réparation des pavages, eh bien, quand le travail a été fait, nous avons demandé aux ambulants de mettre sous leur moteur et leur véhicule simplement une bâche de plastique pour éviter quoi? Pour éviter que ne coule de l'huile. Parce que l'huile, lorsqu'elle se répand sur un revêtement en pierre, ce revêtement est taché définitivement. Ou alors il faut entreprendre, alors qu'on vient à peine de terminer les travaux, il faut les recommencer. Et ça ne va pas. Je vous dirais que si la plupart des ambulants sont des gens très respectueux de leur environnement, je pourrais vous montrer, mais ce soir il fait noir à la sortie, vous ne le verrez pas, mais nous avons constaté que certains, à l'instar de personnes qui jettent des déchets dans la nature, n'hésitent pas à jeter dans les égouts communaux des déchets de nourriture, ce qui est inadmissible, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et certains n'hésitent pas à salir de façon épouvantable ce qui vient d'être réfectionné il y a 6 semaines. C'est pour ça que nous demandons qu'on soit respectueux du travail qui a été financé par la ville et fait par une entreprise sérieuse. Pour la plupart, ça ne pose pas de souci. Il y a eu un rappel à l'ordre pour quelques-uns qui ne voulaient pas le faire. Voilà, on leur a dit, si vous ne voulez pas le faire, vous n'aurez plus accès au marché. C'est une condition, elle n'est pas à négocier, c'est comme ça. Et d'autre part, nous avons exclu du marché quelques commerçants. Non pas parce qu'ils ne portaient pas le masque, parce que je comprends, et aussi bien l'organisation du marché que la police, on comprend qu'un ambulant qui est sur le marché ne doit pas le porter tout le temps, qu'il peut l'enlever pour boire un verre, pour se reposer, pour laisser un collègue assurer la vente, prendre une tasse de café, que sais-je, manger un petit bout. Je le comprends parfaitement. Mais nous avons été confrontés à un acte d'insubordination, téléguidé par un marchand qui, lui, avait tout ce qu'il fallait pour être en règle, mais qui excitait les autres pour qu'ils ne portent pas le masque. Il y a eu un rappel à l'ordre adressé à ces commerçants de vive voix par l'équipe du marché, et on a appelé la police en renfort. Et il y a eu un refus, un acte de désobéissance civile de quelques ambulants qui ont été exclus du marché qui suivait.
pour n'avoir pas respecté une règle qui figure dans l'arrêté ministériel. Alors moi, je veux bien être bon, mais bête, sûrement pas. Et d'autre part, pour en venir à ce que payent les ambulants, mais ce débat a déjà eu lieu dans cette salle. Nous avons accordé 2 présences gratuites des ambulants. Vous dites, on va leur permettre maintenant de venir gratuitement jusqu'à la fin de l'année. La ville paye un lourd tribut au Covid, les ambulants aussi, les marchands sédentaires également. Tout le monde paye un lourd tribut, les entreprises, les administrations. Je crois qu'à un moment donné, il est logique qu'ils contribuent par un paiement qui est extrêmement modéré aux frais que nécessite le marché. Et ce qu'ils payent ne couvre pas les dépenses du marché. Parce que si vous additionnez l'ensemble des frais organisés hebdomadairement, répartis sur une année, ce qu'ils payent ne représente qu'une infime partie des coûts que cela représente. Alors, la modeste et modique contribution qu'ils paieront jusqu'à la fin de l'année, je dirais, n'a rien d'excessif. Alors, pour en venir à l'étendue du marché, comme le marché doit être, si je dirais, cadenassé par un périmètre dans lequel tout le monde n'entre pas par où il veut, il est difficile de l'établir en dehors de la place des Tilleuls. Certains disaient, mais mettez les fleuristes rue Rogier. Ça veut dire qu'il faut faire un second marché des fleurs rue Rogier. Et ce n'est pas évident du tout, parce qu'il faut une entrée, une sortie. Alors si on entre par la rue Bertrand, on va se mettre à dos ceux qui veulent y entrer par la rue Melun, ou par une autre, par la rue, rue Wauters. Donc, je dirais à un moment donné, ce n'est pas possible de multiplier les marchés dans le marché. Parce que chaque fois, il y a cette règle de l'entrée et de la sortie. Alors, en ce qui concerne la promenade des ours, là, le revêtement en béton préimprimé est tout à fait inadapté à la tenue d'un marché. De surcroît, nous avons consulté l'ensemble des ambulants, l'ensemble des commerçants permanents. Une partie de la population est également consultée. Et la volonté qui s'est exprimée dans ce sondage d'opinion qui vaut ce qui vaut, qui était la vérité de l'opinion à un moment déterminé, c'est que le marché devait rester dans son périmètre actuel de la rue du Commerce, place des Tilleuls, rue Brun, place des Tilleuls, rue Rogier. Il n'y avait pas d'accord pour aller dans la promenade des ours. Évidemment, dans quelques semaines, nous entrerons fin octobre dans la période hivernale. Ce que nous espérons, c'est qu'au printemps, on sera débarrassé de ce Covid insupportable et qu'on pourra avoir un marché qui reprendra au 1er avril, rue du Commerce, place des Tilleuls, rue Brun, rue Rogier, comme c'était le cas avant le Covid. C'est tout ce que nous espérons. Voilà ce que j'ai à vous donner comme réponse. Merci pour vos réponses. Juste quelques petites remarques. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, bon, je ne suis peut-être pas à la base de tous les changements par rapport au couloir, aux 2 entrées, aux 2 sorties. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, on dirait alors que les grands esprits se rencontrent, puisque j'avais pensé comme le monsieur en question. Voilà, alors par rapport au fait d'exempter les taxes pour les marchands jusqu'à fin de l'année, c'est simplement aussi en vue de l'automne qui se profile, de l'hiver. Comme chaque année, il y a des marchands qui désertent à cette époque de l'année le marché parce qu'il y a évidemment moins de fréquentation, c'est l'hiver, il va recommencer à pleuvoir, il va faire plus froid. Donc voilà, c'est pour maintenir quand même un certain nombre. Et d'ailleurs, par rapport à ce nombre d'ambulants, je n'ai pas entendu les chiffres. Vous nous avez donc informé par rapport aux chiffres de fréquentation qui sont en hausse et c'est tant mieux. Maintenant, voilà, on aurait voulu savoir un petit peu au niveau de la fréquentation par les marchands. Bon, je sais qu'il y a des normes en fonction de la superficie, etc. Mais juste voir... Et par rapport au nombre habituel, combien n'ont pas voulu revenir, par exemple ? Disons que, comme vous le savez, vous avez effectivement dit que la fréquentation n'est pas la même en hiver et en été, ce qui est une évidence. Mais en hiver, on tourne aux environs de 40. Et en été, quand tout allait bien, on tournait aux environs de 80. Donc nous sommes maintenant, cet été, dans la fréquentation
d'une période hivernale classique. Mais c'est la conséquence de l'arrêté ministériel qui ne permet pas la tenue du marché dans des conditions classiques. Alors, quand vous avez dit que il y avait un monsieur qui était à la base de ça et que les grands esprits se rencontrent, moi je ne porterai pas de jugement de valeur sur la grandeur de l'esprit de ce citoyen que j'ai écouté et je m'abstiendrai de porter un jugement de valeur sur la hauteur de votre QI. Vous avez simplement dit qu'il vous avait bien inspiré, donc voilà. C'est tout. Madame Jacques, qui nous regarde, va pas être contente. Non, mais on ne peut pas pratiquer l'autodérision. Et alors, juste une dernière petite remarque par rapport aux sanctions qui ont été prises par rapport à certains marchands qui ne respectent pas, et je le déplore évidemment par rapport à ce que vous venez d'expliquer plus en détail, si effectivement ils ne respectent pas les règles, etc. Néanmoins, bon voilà, je pense que ces marchands, c'est leur travail. S'ils ne savent pas venir au marché la fois suivante ou la fois d'après parce qu'ils sont sanctionnés, je pense qu'il y a un peu de pédagogie aussi à mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a quand même d'autres endroits à Andenne qui sont aussi soumis à des règles qui ne sont pas édictées nécessairement par la commune et qu'il faudrait aussi peut-être surveiller de près parce que dans certains endroits, il y a aussi pas mal de dérives et pas mal de personnes qui ne respectent pas ce qu'on leur demande. Et donc voilà. Et là, ce ne sera pas un frein à leur gagne-pain. Donc je pense qu'il faut être quand même vigilant et juste par rapport à ces personnes qui travaillent dans des conditions parfois difficiles et encore plus accentuées pour le moment. Moi, je vous répondrai qu'on essaie d'appliquer la réglementation partout, aucun endroit n'étant excepté. Si vous constatez des anomalies, vous êtes loisible d'appeler le 101 et de dénoncer des personnes qui ne se comportent pas bien. Moi, je ne peux pas être au courant de tout. Eh bien, voilà une interpellation qui est magnifique. N'est-ce pas, Madame Jacques Storm? Dans sérénité. Nous passions à la suivante, Monsieur Battard, en espérant que je sois aussi court. Ah bien, on va essayer, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à souligner, sans autodérision évidemment, et sans dérision du tout, le travail remarquable de ma collègue. C'est toujours agréable de voir que des conseillers communaux s'investissent dans des interpellations qui ont du sens, de l'intelligence, du bon sens, et ça mérite d'être souligné. Les interpellations servent vraiment quelque chose, et bien évidemment, la qualité des réponses données par le collège contribue évidemment à la qualité des débats. Et puis voilà, nous étions au marché d'Andenne et nous allons remonter la chaussée, nous allons passer par Tramaca, passer par Velay, Andenne, pour arriver à Petit-Ouaret. Petit-Ouaret, où voilà, un projet vient de faire l'objet d'une enquête publique qui s'est terminée, si je ne m'abuse, le 7 septembre. Et qui avait commencé le 22 août. Enquête publique qui a suscité pas mal d'émoi. Il s'agit d'un projet qui a déjà eu une antériorité, puisqu'un premier projet avait été déposé, avait donné lieu d'ailleurs à pas mal de réactions, si je ne m'abuse même à une pétition et à pas mal d'émoi au sein du village parmi les riverains. Alors, Petit-Ouaret est un village particulier, chacun le sait. C'est un village qui a un caractère rural tout d'abord, mais c'est également un village qui a une configuration particulière, avec une densité de population élevée, avec une densité de l'habitat qui est extrêmement importante pour un village. C'est assez particulier. Et on peut comprendre que dans cette configuration, l'équilibre en termes de qualité de vie est subtil et parfois difficile à assurer, et que le projet qui est actuellement en cours d'examen provoque un certain émoi. Et on peut le comprendre parce que quand même, il ne s'agit pas d'un immeuble, d'un petit immeuble, il s'agit quand même d'un immeuble de 45 appartements bâti sur un rez plus 3 niveaux. Ce n'est pas rien, un immeuble qui est appelé à être enclavé en quelque sorte entre la rue Séressia et l'actuel complexe composé du magasin Spar et des appartements qui y sont joints. Cette enclave, évidemment, suscite quelques inquiétudes. Inquiétudes d'abord au niveau de la qualité de vie des riverains, parce que pas mal de riverains se demandent ce qu'ils vont voir derrière chez eux, de quelle manière ils pourront être vus, quelle sera la qualité de vie, quelle sera l'intimité à laquelle ils pourront toujours prétendre. Et puis, un autre problème qui va se poser également, c'est la mobilité. 45 appartements, imaginons que dans un scénario
je ne veux pas dire catastrophe, mais un scénario plutôt grave, que chacun des appartements soit doté de 2 véhicules, eh bien, ça va faire quand même un certain nombre de véhicules qui vont devoir sortir du lotissement d'une manière ou d'une autre et rejoindre les voiries principales, avec évidemment des problèmes de trafic que l'on peut imaginer. Bref, en termes à la fois de cohésion, avec le bâti rural existant, en termes de mobilité, ce nouveau projet pose pas mal de questions. Et bon, on est évidemment toujours un peu surpris d'apprendre, non pas par la bande, parce que c'est tout à fait public, mais de ne pas avoir l'occasion de débattre plus tôt en amont de ce genre de dossier au niveau communal. C'est dommage, parce que quelque part, que ce soit le Conseil ou même les instances connexes, comme la CCATM, pourraient en être saisies. Moi, je voudrais quand même demander quel est l'avis du collège a priori. Hein. Je sais bien qu'il n'est pas d'usage de questionner le collège sur ses intentions, sur des dossiers précis qui ne relèvent pas des compétences du Conseil, mais ici, on est quand même devant un dossier majeur, et donc je souhaiterais connaître la position du collège. Je souhaiterais également poser le problème de la concertation. Il y a eu enquête publique, certes, mais est-ce que l'enquête publique suffit? Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les riverains concernés? Et ils sont quand même nombreux. Encore une fois, je sais que la CCATM, a priori et formellement, n'a pas à être saisie, puisqu'on n'est pas dans un cadre dérogatoire et que ce dossier ne tombe pas sous le coup obligatoire de la CCATM, mais néanmoins, la CCATM peut être saisie facultativement de dossiers importants, et ici, il s'agit indiscutablement de dossiers importants. Et puis, au Conseil communal, nous avons déjà été saisis pour ce genre de dossier de questions de voirie. Est-ce que la question des voiries a déjà été abordée au niveau du projet? Et est-ce qu'il y a des solutions qui permettraient, le cas échéant, de garder une mobilité fluide et de garantir la sécurité des habitants? Avant-dernière question, quelle est la société de Mandres? Et s'agissant d'un second projet qui avait déjà un antécédent, est-ce que la société de Mandres a un lien quelconque avec la société initiale, celle qui était porteuse du dossier initial? Alors, il me vient aussi une considération à l'esprit. La place de Petit Ouarel, la place Phénix-Moinil, a donné lieu à un aménagement à charge de l'administration infrasport, des financements infrasport. L'esprit de cet aménagement était d'apporter une dynamique au village, avec une qualité de vie pour les habitants, la possibilité pour des jeunes de bénéficier d'une plaine ludique avec des aménagements sportifs. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette densification extrême, ce projet de densification extrême de l'habitat à cet endroit, et la volonté qui était celle du collège et de l'opposition, qui a du reste appuyé ce projet en son temps, de permettre une qualité de vie pour le village de Petit Ouarel. Voilà à ce stade les questions et les considérations que je souhaitais vous soumettre par rapport à ce dossier. Monsieur le conseiller communal, je vous répondrai de façon relativement brève pour vous dire que tout projet existant ou futur peut inquiéter. En ce qui concerne Petit Ouarel, je suis particulièrement inquiet par le fait qu'un certain nombre de familles de propriétaires terriens disposent de terrains à bâtir, qui sont des terrains agricoles, qui, sur 50 mètres à partir de l'axe de la chaussée, pourraient être convertis en 200 maisons 4 façades, créant par conséquent 400 voitures, 2 voitures par ménage, et créant ce qu'on appelle un étalement urbain et l'artificialisation des terres, qui est un phénomène bien connu. De telle sorte qu'entre les hameaux de Petit Ouarel, il n'y aurait plus que des maisons d'habitation. Je crois que les problèmes du réchauffement climatique, des précipitations, doivent essayer de nous conduire vers une urbanisation différente à l'avenir. Ça, c'est une réflexion pour le village, mais la réflexion est la même pour d'autres villages de l'entité. Alors, pour en revenir au projet précis, dire s'il y a un lien entre le premier projet qui a été refusé et la nouvelle demande introduite,
je constate qu'il y a, au niveau de l'appellation des deux sociétés, une certaine ressemblance, mais qu'il doit probablement s'agir de sociétés différentes, mais avec peut-être l'un ou l'autre actionnaire identique dans l'une et l'autre. Je dirais que cette question, elle est étrangère au traitement d'un dossier urbanistique. Un dossier urbanistique s'apprécie non pas en fonction, je dirais, de la découverte, je dirais, au moniteur de l'identité des actionnaires, mais un projet s'apprécie en fonction de sa qualité ou non. Alors, en ce dossier, mais il y a eu effectivement une demande introduite et une enquête. Vous dites faire d'autres enquêtes que les enquêtes qui sont prévues dans la réglementation. Non, on est tenu de faire les enquêtes prévues. C'est pas en faire d'autres. Si vous voulez mettre en difficulté la ville, les opposants éventuels ou le demandeur, il suffit d'improviser et de faire ce qui n'est pas prévu par la loi. Donc, quand il est prévu qu'il y a une enquête publique avec une clôture d'enquête, on prévoit la clôture d'enquête et les personnes peuvent s'exprimer. À certains moments, ce sont des dossiers qui font l'objet d'annonces d'enquête. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que des gens ont pu s'exprimer et formuler un avis. Alors, pour l'instant, où en sommes-nous? Dans un dossier qui relève non pas de la compétence du Conseil, mais du Collège exclusivement, nous en sommes dans la récolte de tous les avis. Ce dossier devra être soumis à d'autres administrations régionales que simplement les avis de nos services communaux, pompiers, population et j'en passe. Donc on est dans une phase où l'on recueille l'ensemble des avis. Quand ces avis reviendront, nous les analyserons. Et c'est en fonction d'un dossier à étudier que nous prendrons attitude. Je me refuse à dire à propos d'un dossier où il est question finalement d'un demandeur, mais aussi de riverain, de préjugés. Je trouve qu'intellectuellement, adopter une attitude consistant à dire oui ou non, tant qu'on n'est pas au stade de la procédure et de la récolte de tous les avis, c'est une façon qui intellectuellement ne me paraît pas très souhaitable. Donc voilà, en ce qui nous concerne, je réponds très brièvement, le collège, en bien ou en mal, et je ne vous dirai pas à ce jour ce qu'on pourra décider, puisque je ne le sais pas, le collège prendra, comme il l'a toujours fait, ses responsabilités. Merci, Monsieur le Bourgmestre, pour votre réponse. J'ai quand même quelques remarques par rapport à cette réponse. Tout d'abord, vous avez évoqué le potentiel d'urbanisation de certaines zones agricoles à Andenne. Je ne pense pas que le projet dont il est ici question empêchera éventuellement l'exécution urbanistique, l'urbanisation de ces zones. Mais rien n'empêche non plus de prendre des dispositions pour faire en sorte que le développement urbain dans les villages d'Andenne ou à Andenne Centre soit maîtrisé. C'est une politique d'aménagement du territoire qui peut être menée. Donc opposer l'un et l'autre, pour moi, n'est absolument pas pertinent. Et ne répond de toute façon pas à ma question. Deuxième élément, vous avez répondu d'emblée comme si ça vous semblait être la question la plus importante de l'interpellation, au fait que le premier projet, le deuxième projet avaient un lien. Je ne trouve pas que la question soit insolente ou impertinente. Simplement, il est assez légitime de se poser la question de savoir, tiens, est-ce qu'un premier demandeur qui a été refusé par la porte essaie de rentrer par la fenêtre avec un autre projet? C'est légitime, on ne peut pas l'en empêcher. Bon, voilà, c'est tout. C'est assez intéressant aussi de savoir si c'est un tout nouveau projet ou si c'est un demandeur qui a souhaité redéposer un autre projet. Vous avez dit que peut-être, éventuellement, l'un ou l'autre actionnaire pourrait être les mêmes. Vous savez, c'est pas ça qui est important. On s'en fout. C'est pas ça le plus important. Mais la question de savoir si la société est globalement la même ou pas, c'est une question qui ne me semble pas, en tout cas, impertinente. Oui, tout à fait, je posais la question. Mais Non, je dis, ça a un intérêt de savoir si c'est la même société ou s'il y a un formel, mais je ne trouve pas qu'il y ait que ce soit suspect de poser la question. Vous avez donné une connotation un peu suspecte à cette question, comme si j'avais posé une question interdite.
Non, mais enfin, bon, c'est comme je l'ai compris, mais vous savez, je suis peut-être un peu paranoïaque. C'est bien connu. Alors, moi, je n'ai pas demandé d'autres enquêtes, absolument pas. Je ne sais pas où vous avez été chercher dans mon interpellation le fait que je demande d'autres enquêtes. J'ai simplement dit, il y a une enquête publique qui vient de se terminer. Vous avez eu l'amabilité de me répondre que le retour de cette enquête était allait être à l'analyse. Moi, j'ai simplement dit que ce dossier n'avait pas été soumis à la CCATM, et je sais évidemment que ce n'est pas obligatoire. Je vous l'ai dit d'emblée pour ne pas vous obliger à me le dire. Donc, ce n'est pas obligatoire, je le sais, mais ça peut être c'est autorisé facultativement. Et lorsque je vois, pardonnez-moi, mais je siège à la CCATM, l'ordre du jour de la CCATM, qui est vraiment un endroit de grande convivialité où nous avons des dossiers qui, effectivement, y ont leur place, puisqu'il s'agit de dossiers à caractère dérogatoire. Et donc, ils y ont leur place. Fort bien. Mais ce sont des dossiers qui pourraient, à la limite, personne au sein de la CCATM n'aurait le mauvais goût d'aller contester le bien fondé d'une demande à caractère dérogatoire pour l'aménagement d'un appartement dans un bâtiment. Voilà, personne au sein de la CCATM, on a fait l'expérience, ce genre de dossier est déjà venu à l'ordre du jour. Alors, quel serait le problème si nous devions facultativement, et le Code été nous y autorise, évoquer ce genre de dossier, simplement pour examiner a priori si ce genre d'aménagement à Petit-Ouaré a de la place. On a évoqué tout à l'heure la question des commissions communales, celle des finances et celle du développement territorial. La commission du développement territorial, elle s'est réunie une fois. Vous allez dire, est-ce qu'il faut parler d'un dossier particulier en commission de développement territorial? Dans tel dossier, moi je trouve que oui. Je trouve que oui, on a des raisons d'en parler. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas évoquer le fait que dans un village, on injecte, on drop un site, un bâtiment, un building qui va faire 45 appartements avec peut-être potentiellement 90 voitures, en tout cas 70, 80 voitures, qui va poser des problèmes de mobilité. Est-ce que c'est une question qui peut être soulevée dans une commission de développement territorial? Pour moi, la réponse est oui. C'est aussi une manière d'avoir ce débat. Si je n'interpellais pas aujourd'hui sur ce bâtiment, on en parlerait jamais. Mais par contre, on parlera d'une extension d'habitation en CCATM. OK, c'est obligatoire, mais je trouve qu'il est un peu dommage que la CCATM soit le lieu où on évoque des dossiers totalement consensuels, comme c'est le cas depuis que j'y siège, il y a environ un an, et que par ailleurs, de temps en temps, on y évoque des dossiers beaucoup plus importants, mais là, de manière à dézinguer les autorités de tutelle. Ça s'est déjà vu aussi avec des courriers qui sont portés par une majorité de la CCATM. J'ai vraiment envie de le dire parce que ce dossier fait partie des dossiers, et il y en a d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples à Andenne qui pourraient s'y trouver. Donc voilà, l'interpellation peut vous paraître anodine, et je ne doute pas que vous la ferez passer comme cela, extérieurement, en disant voilà, c'est un non-événement, l'interpellation d'un petit conseiller d'opposition qui a posé une interpellation non pertinente. Et puis, chacun jugera, prendre un peu de hauteur. Vous qui aimez Yourcenar comme moi, Yourcenar disait que construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera changé à jamais. C'est ce que vous êtes en train de faire dans pas mal d'endroits à Andenne, mais parfois avec un manque de réflexion. Cette réflexion, pourtant, que nous souhaiterions avoir avec vous et que vous nous permettez trop peu d'avoir. Je ne vais pas polémiquer avec M. Mattard. La CCATM, ce n'est pas le conseil communal ni le collège. C'est une structure qui a son autonomie, où les représentants communaux ne représentent qu'un quart des membres. Elle a un président, elle a une structure qui fonctionne et un secrétariat assumé par le service de l'urbanisme de la ville. Donc ce n'est pas ni le conseil communal ni le collège qui fixent l'ordre du jour de la CCATM. D'autre part, que celles-ci ne doivent se réunir obligatoirement que sur certains dossiers, c'est l'application du Code été. La CCATM ne va pas se réunir sur tout et sur rien. Quant à évoquer la question de l'urbanisation au sein de la commission de l'aménagement du territoire qui se tiendra après le 15 octobre, rien n'empêche que vous puissiez suggérer que l'on y débat de l'un ou d'autre point. Moi, j'y suis évidemment tout à fait favorable. Vous avez le droit d'avoir peut-être une conception différente de celle du collège ou de la mienne. C'est normal en démocratie. Cela dit, nous devons, et quand vous critiquez certains aménagements qui se font en Andenne, il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que
nous avons fait, avec la revitalisation du centre-ville, un travail colossal pour essayer de redonner une vie à ce centre-ville qui s'appauvrissait, où tous les commerces disparaissaient. Et il y a des projets qui existent, qui se préparent de rénovation du quartier de la Gare, qui en a bien besoin parce qu'il est dans un état de décrépitude absolue, près d'un élément essentiel qu'est la gare. On aura à terme le développement de la ZAC d'Anton. On a à Petit-Ouaret un village où il n'y a plus le moindre café ni restaurant, alors qu'il va accueillir une zone d'activité économique avec des dizaines et des dizaines d'entreprises, avec une extension qui est programmée. Donc, que le veuille ou non, Petit-Ouaret est un village rural, certes, dans une grande partie de son territoire, mais qui est à côté maintenant d'un pôle de développement économique considérable, et cela peut peut-être nécessiter que l'on retrouve, comme il y en avait un avant, un café ou un restaurant. Ils ont disparu du circuit d'un village. Alors, un village, c'est quoi? C'est une église, c'est un terrain de foot et c'est un bistrot. Donc, à Petit-Ouaret, vous avez un terrain de foot, vous avez une église, mais vous n'avez plus de bistrot. Donc, je dirais, le monde est en train de changer, et je pense que nous faisons le collège, en tout cas tout ce que nous devons et pouvons, pour essayer de développer notre commune positivement, en permettant l'accès à la propriété au plus grand nombre. Parce que ça aussi, c'est un devoir de pouvoir loger un maximum de personnes sur Andenne. Voilà, mais nous serons fixés en décembre, quand nous prendrons attitude dans ce dossier, nous aurons recueilli tous les éléments, et vous serez avertis, bien entendu, de la décision que nous prendrons, parce que pour l'instant, elle n'est pas mûre. Nous serons demandeurs, évidemment, d'avoir ce débat globalement, non seulement par rapport à ce dossier, mais par rapport à d'autres, que ce soit, et nous espérons que le président de la CCATM initiera l'inscription à l'ordre du jour de points qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs, mais qui ont toute leur place, et évidemment, au sein de la commission de développement territorial, mais là, qui est une commission réservée aux élus, nous serons également demandeurs. Et puis, toute dernière considération, et puis j'en reste là, je pense que ce soit à Andenne Centre ou dans les villages, c'est pas la démographie et l'extension de la démographie qui est une fin en soi. Et parfois, on a un peu l'impression que c'est votre conception du développement d'Andenne, que c'est une conception purement démographique. Pour nous, c'est la qualité de vie. Oui, Rose. Alors, je voudrais bien quand même apporter une petite clarification, parce que je fais partie de la CCATM. Je n'y fais pas rien que nombre. Pardon. Je n'y suis pas en tant que nombre. Quand je vais à la CCATM, j'ai mon dossier, je connais mes dossiers, et quand il me faut un renseignement, je vais à la promenade des ours, et là, on me donne tous les renseignements qu'il me faut. Près de M. McKinney, pour ne pas le citer. Donc, je ne vais pas à la CCATM rien que pour faire nombre. J'y vais, mais je suis consciente des dossiers auxquels je participe. Ça, je le reconnais. C'est une précision. Je reconnais, Rose, que tu fais ton travail. Mon collègue, il y va en tant que touriste, c'est pas mon cas. Ah non, Rose, ça, je me permets quand même de... Allez, c'est ce que tu as voulu dire, hein, Philippe? Non, Rose, ce que tu dis est totalement déplaisant et même indécent. Non. Je n'y vais pas en tant que touriste. Non, je n'y vais pas en tant que touriste. Et moi, je reconnais que tu n'y vas pas en tant que touriste. Et je remercie aussi la compétence de M. McKinney. Mais je ne permets pas à une collègue élue de me traiter de touriste. C'est déplaisant et je m'en souviendrai chaque fois que tu débiteras, je ne dirai pas quoi, en séance. Mais j'ai de la courtoisie, monsieur le bourgmestre. Bon. Mais je revendique simplement de ne pas être insulté. C'était déjà plus le sujet de conversation du départ. Ça dévie un petit peu. Voilà. On n'entend pas souvent Rose, donc elle avait le droit un peu à la parole aussi. Donc voilà. Oui, mais vous le méritez. Philippe, comment, Étienne, en vitesse. Très court. Je suis gentil, hein. Très, allez. Très gentil, monsieur le Président. Je voulais simplement spécifier que Philippe est un grand travailleur. Et ce qu'il voulait dire, c'est, et là, Rose, tu ne pourras pas le contester, c'est qu'à la CCATM, on travaille ces dossiers, évidemment. Tous les représentants de la CCATM travaillent leurs dossiers, mais les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Ici, on parle de dossiers de développement, d'aménagement du territoire qui sont très importants et qui ne passent pas nécessairement ni en CCATM, ni en commission d'aménagement du territoire, ni même
au conseil communal puisque c'est une prérogative du collège. Donc ça, c'est une nuance importante. Deuxième élément que je souhaitais souligner, c'est ce soir, et je crois que tous les élus, quel que soit le parti, seront d'accord avec moi, la qualité des interpellations de ce soir est à souligner, et la qualité, dans des places à M. le bourgmestre, des débats qui s'en sont suivis. Et donc, je me réjouis de la qualité, de la démocratie qui arrive au conseil communal d'Andenne grâce justement à ces interpellations. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'important qui fait que nous progressons et nous travaillons tous pour les citoyens andennais. Et bon, merci Caroline et merci Philippe pour vos interpellations. Merci au collège pour les réponses. Mais des sujets aussi importants méritaient un débat au conseil communal. Je dis bien débat. Merci, M. Sermon, pour cette conclusion. Je tiens à remercier M. Macchini pour la qualité de son travail et sa disponibilité lorsqu'il s'agit des dossiers. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait la moindre maldonne par rapport à mon interpellation. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Merci à tous. Mais oui, mais je le dis sincèrement, c'est quelqu'un disponible et que j'apprécie. Ces interpellations débat, nous allons passer au huis clos. Nous allons passer au huis clos maintenant.